ce nouveau numéro d'Évident, on a décidé de vous plonger dans les vies d'autrefois. Alors, dans les vies d'autrefois, c'est dans l'école d'autrefois. On est ici, à Boulogne-sur-Mer. Oui, à Boulogne-sur-Mer, dans l'école musée de la ville. Regardez, il y a les bérets de l'époque, les blouses. C'est-à-dire que quand vous venez au musée, eh bien, vous devez porter ce béret et cette blouse pour visiter un petit peu. Dans les vitrines, il y a des choses incroyables. Il y a notamment un instrument de torture que certains enfants ont dû connaître, le fameux bled, pour bien apprendre l'orthographe. Alors, on vous propose un voyage dans le temps, dans cette ancienne école maternelle Madame de Sévigné, qui était aussi l'asile Saint-Thomas. Et on va retrouver donc Catherine, qui est la responsable de l'école musée de la ville. Bonjour Catherine. Bonjour. C'est gentil à vous de nous accueillir dans cette école musée. Comment elle est née l'idée de cette création ici? Parce que c'est une ancienne école. Oui, c'est une ancienne école maternelle. Et en 2009, elle a dû fermer ses portes. Et très tôt, la ville a réfléchi à faire vivre le lieu. Et donc, on a eu un don notamment d'une association qui se situait à Outreau avec des anciens inspecteurs, maîtres d'école qui avaient commencé à collecter et qui ont fait don donc à la ville de Boulogne et le projet est né. Et ce qui est surprenant dans cette salle de classe, c'est qu'il y a un crucifix. On n'en verrait plus aujourd'hui. Il faut se remettre dans le contexte, en fait. À l'époque, avant les lois de Jules Ferry, on n'allait pas à l'école, ou presque pas, enfin en tout cas pas à la campagne. Oui. Et donc très peu de gens savent lire et écrire. Et ben on est obligé de se tourner vers les curés qui, eux, savent lire et écrire. Et donc, par exemple, à Boulogne, on a les frères des écoles chrétiennes qui ouvrent dans tous les quartiers de la ville des petits lieux où on va pouvoir apprendre à lire, écrire et compter. Cet enseignement est tourné vers l'amour de la patrie avec cette fameuse carte de France où là il y a une tache noire. Oui, alors il faut dire qu'en 1870, et donc on va perdre cette guerre contre la Prusse, qu'on appelle aujourd'hui les Allemands, et donc ils vont nous prendre l'Alsace-Lorraine, et là ça va être un déchirement à la fois pour les habitants de ce territoire, mais aussi pour les Français. Et il faut absolument que ces futurs enfants qui fréquentent l'école, alors les garçons bien sûr, deviennent ceux qui vont pouvoir récupérer l'Alsace-Lorraine. Mais alors il y a un pupitre qui est tout seul. C'est le meilleur élève, on le mettait en avant. Ah, c'est pour le meilleur élève ça. Bien sûr, c'est pour le meilleur élève. Oui. Et ben pendant une semaine, il n'a pas le droit de corvée. Donc dans un autre coin, on mettait l'élève qui avait le bonnet d'âne en fait. La signification du bonnet d'âne, c'est surtout de bien travailler. Hein, parce que l'âne, c'est l'animal le plus intelligent. Et donc le fait de revêtir cette coiffe doit permettre à l'enfant de devenir intelligent comme l'âne. Boulogne a été pendant très longtemps le berceau de la fabrication des plumes métalliques. Oui. Et puis après, ils vont forcément étendre leur collection avec la fabrication de crayons. Donc on avait la première société, c'est Blanzipour, ensuite Baignol et Fargeon, et enfin la Compagnie française de plumes et la célèbre sergent-major utilisée par tous les écoliers. La sergent-major d'ailleurs qui a été bien sûr créée spécialement suite à la défaite de 1870 et pour faire monter le patriotisme chez le petit Français. Catherine, bon dans le temps, on est dans une salle de classe entre donc 1880 et 1950 avec le fameux squelette. Oscar, bien sûr. Et d'ailleurs, bien souvent, les enfants qui visitent aujourd'hui me demandent si c'est un vrai. Mais oui, c'était un vrai. Alors aujourd'hui, c'est interdit dans les écoles. Hein. Et donc, nous, comme on est musée, on a pu le récupérer. Là, par rapport à la salle précédente, il y a beaucoup plus de pupitres. C'est aussi pour montrer cette idée qu'il y a de plus en plus d'enfants qui vont à l'école. On mélange déjà les filles et les garçons ou c'est une évolution progressive? Non. Le mélange des filles et des garçons à partir des années 60, 70. D'accord. Donc là, dans cette salle de classe typique, il y a le poêle au milieu de la classe. Alors oui, le poêle qui d'ailleurs est alimenté par un élève. Hein. Donc on arrive une heure plus tôt à tour de rôle pour que les élèves, quand la classe commence, soient vraiment au chaud dans la classe. Vous avez voulu, dans cette école musée, parler de l'enseignement professionnel parce qu'il a une importance capitale en fait. Alors c'est important parce que on est avant tout un musée de société. Donc un musée de société, c'est un musée qui est constitué par les habitants de son territoire. Et puis surtout, c'est un lieu, comme moi je dis souvent, un laboratoire où les gens doivent apprendre au lieu de critiquer par exemple, et puis surtout redonner aussi de la valeur à des choses qui ont longtemps permis à notre pays de se développer. On est devenu un pays riche, c'est grâce à l'industrie, au commerce, et donc c'est aussi grâce
la mise en place de toutes ces écoles professionnelles au cours du 19e. Et puis surtout, moi, ce que je veux, c'est que les parents d'aujourd'hui, ceux qui ont grandi avec l'idée que la voie professionnelle était une voie de garage, se rendent compte que si leurs enfants choisissent cette voie, eh ben, il faut forcément qu'ils développent plusieurs intelligences. Parce qu'on a plusieurs intelligences. C'est ça, c'est développer d'autres savoir-faire. On le voit avec cette, je vais l'appeler calculatrice là, mais c'est pas ça du tout. Pour la comptabilité, par exemple, moi je ne saurais pas du tout m'en servir. Et donc ça montre bien que la voie professionnelle n'est pas une voie de garage et n'est pas faite simplement pour les gens qui ne sont pas intelligents. Alors on va vous faire rêver un tout petit peu. Parfois dans certaines écoles, le maître ou la maîtresse c'est bien résider sur place et il y a un logement qui a été entièrement reconstitué avec donc le lit, la table. Ça, c'est des objets qui ont été amenés par les habitants de Boulogne, ça a été chiné un petit peu partout. Pour moi, tous ces objets qui viennent de particuliers qui jamais n'auraient pensé pouvoir laisser un objet dans un musée, parce que le musée renvoie parfois à quelque chose de prestigieux, ben c'est laisser la possibilité aux habitants de territoire de laisser une trace dans leur vie. Dernière salle de classe, bon c'est la salle peut-être telle qu'on l'a connue. Alors bien sûr il n'y a plus de pupitres comme ça dans les classes aujourd'hui, mais néanmoins quand même. Et on retrouve aussi énormément d'objets qui commencent à montrer l'évolution de l'école. On va parler des ordinateurs. Est-ce qu'il y a des personnes qui des fois vous disent bah, tu vois, quand tu visites avec moi, à l'école c'était mieux avant. Et est-ce qu'il y a des moyens pour vous de démontrer que c'est pas vrai en fait finalement? Oui, alors avant c'est vrai qu'on écrivait tout, il n'y avait pas de polycopier. Oui. Donc les anciens vont dire bah, on écrivait plus que les jeunes. Et donc à travers une exposition qu'on avait intitulée de la tablette à la tablette, donc tablette de cire à la tablette tactile, on a montré à travers les recherches notamment menées par le Musée national d'éducation et Canopé qu'en fait les jeunes n'ont jamais autant écrit. Alors ils n'utilisent pas un cahier ni une plume métallique, mais ils utilisent leur smartphone, mais en tout cas ils n'ont jamais autant écrit que nous. Et donc c'est vraiment replacer les choses sans jugement, c'est pouvoir justement se dire voilà ça c'était mon livre de lecture, c'était les premiers ordinateurs. Les ordinateurs, vous avez même un Minitel qui est là aussi. En fait, nous, ce qu'on aime, c'est quand les gens échangent. Et pas seulement quand ils sont en famille, qu'ils vont échanger avec d'autres personnes de leur génération. C'est le but de ce musée. Mais surtout, ce qu'on recherche aussi, c'est toutes les productions qui ont été faites au niveau local. Parce que pendant très longtemps, on publiait, on imprimait localement et des méthodes d'éducation qui étaient faites aussi au niveau local. Donc ça va paraître comme un vieux livre, mais en fait, c'est un trésor pour nous. Alors, on va terminer avec un dernier petit truc. Vous parliez d'objets. Il y a une vitrine où il y a l'objet du mois. Oui. J'aimerais juste qu'on s'y attarde 2 petites secondes parce que ça aussi, ça raconte un savoir-faire qu'on transmet. C'est quoi cet objet du mois? Donc on voit, c'est François Jaillet. Et donc lui, il va profiter de son statut de directeur de l'école pratique pour mettre en place toute cette méthode avec le petit cahier qui accompagne les professeurs pour pouvoir enseigner le dessin et selon le niveau des enfants. J'ai juste une dernière question avant de tenter d'écrire à la plume. On verra si je m'en sors. S'il y a un objet que vous affectionnez particulièrement ici dans le musée, c'est lequel? Ou est-ce que vous aimez tous les objets qu'on vous amène à chaque fois et donc on choisira ses compliqué? Je vais vous dire que j'aime tous les objets. Vraiment, j'ai du mal à choisir. J'ai des coups de cœur parfois. Je dirais que ce que j'aime, c'est quand je trouve des objets comme ça, c'est aller au bout, aller rechercher son origine. Donc surtout, ne jetez rien. Ne jetez rien, comme ça on continuera à transmettre l'histoire ici à Boulogne. On va continuer notre visite dans les vies d'avant avec d'autres musées qui nous racontent vos vies d'antan, les vies de vos grands-parents et vos arrière-grands-parents. Vous allez voir, je vais m'exercer donc à la plume. Je ne sais pas si je vais y arriver. Alors j'ai pu regarder Emmanuel, je pense que ça semble bien parti pour avoir son bon point d'écriture. On va voir ça dans quelques minutes. Nous sommes ici à Steinwerck, à la ferme Bram, et plus précisément au musée de la vie rurale, car on va mieux découvrir cette histoire de la vie rurale du 19e et du 20e siècle. Et le début de la visite ici dans ce musée de la vie rurale à Steinwerck se fait avec plein d'outils agricoles et je rejoins Jean-Pierre Renaud. Bonjour, vous êtes le président de cette association du musée de la vie rurale. On est dans la première pièce et on voit beaucoup d'engins agricoles. Les premiers, c'est important de montrer, ça fait partie de la vie ici de Steinwerck, l'histoire de Steinwerck. Et c'est l'origine en fait du musée puisque pendant longtemps on a été musée agricole.
Et ce musée agricole a évolué au cours des années pour regrouper maintenant toute la vie du village, pas seulement les agriculteurs éleveurs, mais aussi tous les artisans commerçants et puis aussi, bien sûr, les habitants du village. C'est ce qu'on a voulu montrer dans ce musée. On va faire un énorme tour de ce musée qui est vraiment gigantesque parce qu'il y a vraiment toutes les facettes de la société de 1850 à 1950 à peu près, avec énormément de corps de métier. On a le maréchal Ferrand, on a le forgeron, à l'étage on a le bourlier, le vannier, on a même de la colombophilie, plus loin on a du cordonnier, on a un petit peu de tout. C'est ultra riche et ça reflète totalement ce qui s'est passé à Steinwerk, tous les corps de métier qui ont pu exister, c'est ça? Oui, ça a été notre souci de présenter toutes les activités du village. Et ces engins fonctionnent et même ces endroits sont utilisés pour des démonstrations, c'est ça? On peut venir voir des gens qui peuvent forger certains outils ou qui peuvent... peut-être du maréchal. C'est ce qu'on a voulu faire. C'est ce qu'on a voulu faire, à la fois présenter des choses, reconstituer des éléments, mais le faire vivre. Mais qui soient fonctionnels, surtout. Donc les corps de métier encore existants, par exemple forgeron, peuvent venir travailler quand il veut. Mais surtout, on essaie aussi de le montrer au public en organisant chaque mois une fête. Donc là, ce sera pour la fête des métiers, par exemple, au mois de mai. Une fête qui va faire sortir et montrer l'utilisation des outils et des machines. Je vous propose d'aller dans l'étable, qui était la réelle étable, parce qu'on est dans une ferme, c'est ça, la ferme Bram de Steinwerk, elle a plus de 300 ans, et c'était la véritable étable de cette ferme. Une des étables, parce que ici on est dans l'étable des génisses et des veaux, donc la petite étable, et par contre la grande étable des vaches laitières, elle se situe un peu plus loin, là où on a reconstitué l'estaminet. Blanchette, Marguerite, c'était les vrais noms de vaches qui ont pu exister ou qui ont pu exister. Blanchette a existé, je sais, parce que c'était un souvenir familial, le souvenir de la petite vache qui avait été adoptée par ma maman. Elle m'en parlait, donc quand il a fallu trouver une ardoise, j'ai dit voilà, on va l'appeler de son nom. Il y a un endroit, je crois, qui est l'endroit le préféré de pas mal de gens, c'est ça, hein? Alors, c'est le toilette. Le plus petit, c'est la pièce la plus petite du musée et c'est celle qui interpelle le plus et qui est le plus souvent photographiée. Et quelquefois, alors, cette reconstitution-là est fonctionnelle aussi, comme tout dans le musée, c'est-à-dire qu'elle est reliée au tout à l'égout. Tous les toilettes sont pleins, on peut, en dernier recours. Alors, c'est assez peu fréquenté, il y a très peu, mais en cas d'urgence, pourquoi pas. Jean-Pierre, nouvelle salle, nouvel endroit, on découvre pas mal de commerces, c'est ça, qu'on a toujours dans la vie de tous les jours aujourd'hui, mais surtout des commerces qui ont évolué au fil des années. On a le boulanger, on a le cordonnier et on va avancer tout au long de ce couloir. C'est l'évolution en fait de la vie de Steinwerk et des commerces qui existent à Steinwerk. On s'est basé sur ce qui existait comme... Alors regardez, par exemple, là, chez le boucher, on a le papier d'emballage du boucher d'autrefois. Donc ça, c'était le vrai papier d'emballage de Steinwerk. Tout à fait. Et c'est toujours un rapport entre la vie locale, strictement communale, et la vie de la région. C'est des objets qui sortent d'où? C'est des gens qui ont fait des dons? C'est des acquisitions auprès de la mairie? Si on regarde par exemple l'espace boucher, au départ, nous n'avions rien. Donc on a fait un appel, je me rappelle, j'ai demandé au syndicat des bouchers charcutiers et on a eu des annonces comme ça qui ont permis d'avoir un comptoir, un autre objet, un autre. En fait, ici, c'est l'accumulation de dons qui font que on a vraiment possibilité de reconstituer l'ensemble de la boucherie. Et ces dons-là, en fait, c'est un partage entre le public qui nous l'a donné, puisque le musée étant ouvert tous les dimanches après-midi gratuitement, les gens qui ont donné quelque chose peuvent retrouver ce qu'ils ont donné. Voilà, c'est un échange de bons procédés. On va continuer à avancer. On le dit, c'est souvent pour certaines personnes aussi se dire j'ai un objet qui m'a appartenu, qui entre dans un musée. Voilà. C'est aussi cette prestige, on peut le dire. On va continuer d'avancer parce qu'on va rentrer dans d'autres thématiques que l'on connaît tous les jours. La pharmacie, il y en a une quarantaine dans le musée. Il y a 40 thèmes différents qui sont présentés dans le musée, à chaque fois avec un espace pièce qui est consacré à ce thème. Et donc par exemple sur la pharmacie, on peut aussi, donc souvent les endroits sont déclinés de manière chronologique, c'est-à-dire qu'on peut voir
De 1850 à 1950, c'est ça, l'évolution d'une thématique pour le coup ici, la pharmacie, c'est ça? Voilà, ici on part donc du plus ancien, l'herboristerie, et on arrive dans les années 50 à des produits manufacturés qui sortent d'usines, mais qui sont toutes ces petites boîtes de médicaments. Bon bah, je vous propose maintenant qu'on a quand même vu pas mal de commerces, d'aller directement dans une maison de la vie rurale. Oui. Là aussi, c'est une pièce de vie qui était existante dans la ferme de l'époque. C'est la cuisine d'époque. Hein. Donc le lieu où finalement toute la famille se retrouvait, du lever jusqu'au coucher, avec bien sûr entre deux le départ vers les champs pour les adultes et le départ vers l'école pour les enfants. Mais c'est l'unique endroit où il y avait la chaleur, le feu, où il y avait l'éclairage. Et ça veut dire que cette table qui est là, eh bien, elle va servir pas seulement pour les repas, mais elle va servir aussi d'établi pour la couture, d'établi pour de pupitre pour faire les devoirs, etc. Puisqu'on aura à ce moment-là l'éclairage et le chauffage. C'est la pièce de vie principale du foyer. Voilà. Ouais. Et qui est accolée avec la chambre, c'est ça? Alors cette chambre-là, qui est proche de la cuisine, elle était souvent réservée aux personnes les plus fragiles, à savoir les personnes âgées et les petits-enfants. Et il y a aussi cette fameuse salle à manger. Là, on est pareil sur une évolution au niveau de la vie rurale, c'est ça? C'est un autre type de pièce? C'est-à-dire que celle-ci était uniquement réservée pour les grands événements, donc un repas du dimanche par exemple, ou quand on invitait la famille, ou pour la fête communale, la Ducasse. Donc on organise un repas un petit peu plus préparé, élaboré, et c'est l'occasion de sortir la belle vaisselle, montrer un petit peu qu'on a quelques fortunes, on va dire, quelques biens, et de recevoir le mieux qu'on peut les invités. Et je retrouve Jean-Pierre autour d'une partie de petits chevaux, parce qu'on est dans cet estaminet, donc il faut l'imaginer, avant c'était les anciennes étables. Et aujourd'hui, cet estaminet est aménagé. Et sur chaque table, on a des jeux qui ont été pratiqués, c'est ça, pendant le 19e, 20e siècle. Des jeux flamands surtout aussi. Oui, des jeux d'époque. Et en fait, c'est le moyen de terminer la visite par un moment de détente. Donc après la visite, on peut consommer à l'estaminet et puis on peut aussi passer un bon moment à jouer avec des jeux qui sont traditionnels. Ceux qu'on avait dans les familles, le jeu de petits chevaux. Combien de personnes l'ont joué pendant les longues soirées d'hiver? Il y a aussi une salle assez spéciale, c'est la salle de spectacle. Oui. Chaque week-end, le musée organise des spectacles ou accueille des spectacles, c'est ça? Quel type de spectacle on peut assister? Alors un peu toutes sortes de spectacles, notamment ceux qui travaillent autour de la parole, donc beaucoup de contes, du théâtre. De la musique, bien sûr, aussi. Le lieu, surtout, est aussi entretenu par des bénévoles. C'est important de le préciser. Ce sont des bénévoles qui font vivre. Il y a aussi un espace naturel avec un potager qui est mis en avant et une vraie culture de produits locaux. C'est indispensable d'avoir aujourd'hui du bénévolat pour faire tenir ce lieu. Pour tenir un établissement comme celui-là, oui, parce que là, le volume d'heures de travail bénévole, il est énorme. On a plus de 130 bénévoles qui se répartissent les tâches et en gros, ça équivaut à peu près à 4 à 5 emplois à temps plein. Donc pour une petite structure comme la nôtre, vaste bien sûr, mais petite au niveau de l'association, ce serait pas possible d'avoir autant de salariés. Donc on a 2 salariés quand même qui assurent les visites pendant toute l'année pour les groupes et aussi pour l'accueil en ce moment, par exemple, en ouverture pour les vacances. Selon vous, pourquoi c'est important de conserver, d'avoir toujours cette attache à la vie rurale, à la vie d'avant? C'est impossible de dissocier aujourd'hui. Certainement, et je crois que c'est à développer pour tous les musées, on a un devoir de transmission, à la fois pour jeter un coup d'œil sur le passé, l'adapter aussi pour réfléchir sur le présent et puis de plus en plus prévoir l'avenir, mais grâce justement à des retours comme ça d'expérience sur le passé. Merci beaucoup Jean-Pierre Renaud pour cette découverte de ce musée de la vie rurale ici à Stainverc. Et nous on va continuer de découvrir les vies d'avant et direction Wattrelos. Ici à Wattrelos, on est au musée des arts et traditions populaires et je rentre dans l'estaminet qui est reproduit ici. Je rejoins Pierre Balkane, bonjour. Bonjour. L'estaminet, c'est l'endroit important de la vie d'avant dans le Nord et le Pas-de-Calais. C'est indispensable, c'est indissociable de la vie des gens d'avant. Ah oui, tout à fait, parce qu'à l'époque, les gens étaient tout le temps au travail,
pratiquement. Et donc, ils avaient toujours besoin d'un moment où ils vont prendre un peu plus de temps pour eux, prendre un verre, décompresser. Et donc, l'estaminet, c'était vraiment cet endroit où les gens se retrouvaient après le travail pour passer du bon temps. Voilà, avec la serveuse qui est derrière le comptoir et nos deux compagnons qui sont en train de faire un loto. On a pas mal de petits jeux aussi, c'est ça, du terroir ici. On a ici le loto, on a les jeux de cartes, on a également tout ce qui est les jeux de dames, les dadas. Enfin voilà, il y a tous ces jeux de société qui étaient très importants pour l'époque, justement pour la convivialité et pour le vivre ensemble. Et puis après, il y a tous les loisirs, un peu différents et même certains sports qui pouvaient être pratiqués. Il y a une chose qui nous interpelle aussi sur le comptoir, c'est ce personnage, on appelle ça le soyeux. Le soyeux, exactement. Alors le soyeux, c'est un petit personnage typique du Nord. D'ailleurs, un estaminet de Lille reprend même le nom du soyeux comme nom. Donc c'est vraiment quelque chose d'ancré dans la tradition des estaminets. Et alors le soyeux, c'est le personnage qui va être un casse-pied. Donc le casse-pied, c'est la personne finalement qui a un peu trop bu. Et donc, on va venir mettre le soyeux sur le verre de la personne qui est un peu trop bu. On va l'agiter. Et c'est un moyen un peu plus courtois de lui dire « Voilà, bon, tu es un peu saoul, il est temps de rentrer chez toi. » Bon, on espère ne pas le recevoir, ce soyeux, évidemment. Il y a une autre chose qui nous interpelle dans ce lieu de l'estaminet, c'est cette... comment dire, grande petite armoire accrochée à la porte avec pas mal de numéros. C'est quoi? On joue au loto, on mise sur quelque chose? Alors c'est la caisse d'épargne. C'est pas un jeu proprement dit, c'est plutôt une caisse de solidarité. C'est-à-dire que chaque personne qui fréquente l'estaminet se voit attribuer un espace avec un numéro. On va venir mettre de l'argent dans cette caisse d'épargne et à la fin de l'année, on va tout mettre en commun. À l'époque, il faut imaginer qu'on n'a pas encore eu le Front populaire, donc on n'a pas de chômage, on n'a pas de solidarité qui vient en tout cas de l'État, et donc les gens s'entraident entre eux, et donc on peut, grâce à cette caisse d'épargne, donner de l'argent à une personne qui est dans le besoin et qui fréquente le quartier, qui fréquente l'estaminet. Mais aussi, si tout s'est bien passé, s'il n'y a pas eu de problème, c'est une caisse qui va permettre de faire un moment de convivialité tous ensemble. Et là, par exemple, sur Roubaix, Tourcoing ou Wattrelos, on va parler de la fameuse ducasse à Pierrot, donc un plat qui est composé de haricots sauce tomate, de saucisses et de purée de pommes de terre. Et donc, on va manger ça tous ensemble et fêter le moment. La tradition populaire ici à Wattrelos, on est au terme de cette première partie que l'on montrera en images. Bien sûr, on vous laissera découvrir cet endroit de la vie quotidienne. Moi, je vous propose, Pierre, de retourner vers l'accueil du côté des métiers, parce qu'il y en a un qui est assez important ici. Exactement, allons-y. Allons-y. Pierre, on a vu dans notre reportage précédent Steinberg qu'on est en plein milieu des Flandres. Ici à Wattrelos, on est proche de la Belgique et forcément, on a la douane. Exactement. Eh bien, Wattrelos, c'est 12 km de frontière avec la Belgique qui, jusqu'en 1993, devait être surveillée nuit et jour. Alors, douanier, effectivement, il y en avait beaucoup à Wattrelos. Il y avait plusieurs postes de douane et ces différents postes de douane étaient surveillés. Et le douanier, il avait un rôle important parce que d'un côté, c'était celui qui allait contrôler les papiers. Voilà, ça c'est des choses qu'on peut encore voir dans les aéroports maintenant, plus par ici. Et surtout, c'était celui qui était chargé de contrôler ce qu'on rapportait d'un pays à l'autre. Voilà, on devait à chaque fois déclarer ce qu'on allait chercher de l'autre côté de la frontière. Pourquoi il a longé en fait ce douanier? Alors, il n'est pas en train de dormir, mais il est tout de même dans un lit. Mais un lit un peu particulier qu'on appelle lit à embuscade. Et donc ce lit, il servait non pas à dormir, mais à surveiller et à être installé confortablement au milieu des champs notamment, pour attendre que le fraudeur passe pour pouvoir l'attraper. Alors ici, un douanier belge et un douanier français qui sont en train d'attendre patiemment qu'un fraudeur passe pour pouvoir l'attraper. C'est un métier important de l'histoire de Wattrelos? Oui, parce que déjà Wattrelos était traversé par une route très importante, qui était la nationale qui allait de Roubaix vers la Belgique. Et donc, cette frontière, elle était fortement utilisée, oui. On est ici dans l'ancienne grange de cette ferme, parce qu'on est aussi dans une ferme, la ferme Dubrul, ici à Wattrelos. Donc ce musée, là, on est dans l'ancienne grange, il y a aussi des étapes des écuries. Là, c'est dédié donc à tous les métiers qui ont composé la vie Wattrelos. On a le boulanger, le boucher, le cordonnier, le tailleur, on a énormément de métiers.
C'est une ferme qui date de la fin du 19e siècle, qui a été réhabilitée en musée à partir de 1989. Et donc, depuis maintenant un peu plus de 35 ans, on essaye de préserver ce patrimoine, notamment dans certaines pièces qui sont presque encore dans leur jus. Et, notamment les tables. Notamment les tables, tout à fait. Et puis, voilà, par exemple, cette galerie des métiers qui a été recréée, parce qu'ici on a dû reconstruire cette partie au début des années 2000, et donc on a cette ancienne grange qui reprend tous ces métiers traditionnels, en effet. Il y a des visites qui se font aussi en patois. C'est aussi important d'avoir ce raccrochage à une langue régionale, parce que j'imagine qu'elle se perd aujourd'hui, elle était beaucoup plus présente à l'époque de ces métiers-là. Oui, exactement. Le patois, le ch'ti, le picard, c'était une langue importante pour le peuple, parce qu'avant d'avoir la scolarisation qui était beaucoup plus assidue comme on a maintenant, eh bien, tout le monde parlait à la maison en picard. Et donc cette langue, elle était très importante, ancrée dans le terroir, notamment avec beaucoup de termes qui viennent du textile. Et donc nous, ici à Wattrelos, au musée, on essaye de préserver ça, de mettre en avant cette langue. Et on a un fonds notamment de livres en picard dans notre centre de documentation qui, en tout cas, est très important pour nous et qu'on aimerait mettre encore plus en avant. Rapidement, comment est-ce qu'on peut venir visiter ce musée ici à Wattrelos? Du mardi au samedi, c'est gratuit. Voilà, toujours gratuit. Et on prévoit aussi des visites guidées sur réservation. On reçoit énormément de groupes scolaires, donc on les sensibilise à cette vie d'autrefois, à notre patrimoine. Notamment au niveau de l'école à la fin. Hein, exactement. C'est important pour eux. Ah, exactement. L'ancienne école. L'écriture à la plume, c'est un de nos ateliers les plus demandés par les enfants et par les enseignants. L'écriture à la plume, on va y revenir dans quelques secondes. Pierre, il y a un endroit aussi, vous m'avez promis, on va finir en musique selon format Honore ses trésors. Oui. Je crois qu'il y a quelque chose qui est en état de marche. On finit en musique? Alors ici au musée, nous avons un limonaire qui est en état de marche. Et donc je vais vous montrer maintenant comment cela fonctionne et vous faire écouter un petit morceau de musique comme autrefois. Alors on a ici donc les cartes perforées qui sont insérées dans le limonaire et qui vous permettent d'écouter la musique. En fait, chaque trou est une note, est un son. Alors du coup, ça se met comme ça. On ouvre la partie juste ici. Et on doit bien ajuster et bien tenir. Et puis c'est parti. C'est le limonaire qui est en train de jouer de la musique. Moi, ça me fait penser, Emmanuel, il est bloqué toujours à l'école de Boulogne-sur-Mer dans le temps. Il a toujours son problème d'écriture. On va voir s'il a décroché son bon point pour revenir avec nous quand même. Bon, j'ai fini. Catherine, est-ce que... Oui, alors il manque quelques pleins et déliés, mais pour une première fois, je trouve que c'est très bien. Donc, je vais vous remettre le traditionnel bon point. Génial Théo, j'ai eu un bon point. Et au bout de 10 bons points, j'aurai une grande image.